RFI. Este ora 11 și 22 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru aceste 2 ore în care vom vorbi pentru început despre actualitatea Institutului francez din România, iar după ora 12 vom vorbi despre muzică, pentru că în studioul nostru se va afla violistul Răzvan Popovici, directorul festivalului Sonoro, care ne pregătește un concert special pentru data de 1 martie. Pentru această oră însă am marea bucurie de a avea în studioul nostru pe Isabelle Perrault, consilieră de cooperare și acțiune culturală la Ambasada Franței în România, directoarea generală a Institutului francez din România, începând din septembrie 2025 și din momentul acesta discuția noastră se va desfășura în limba franceză. Bonjour, merci infiniment de votre visite. Bonjour à vous et merci infiniment de votre invitation. Alors, on va parler d'une actualité très chargée de l'Institut français de Roumanie. Ça commence avec un événement aujourd'hui, Journée internationale des femmes et des filles de sciences. On va continuer avec le Forum des initiatives de la jeunesse. On a plein de choses à discuter, mais avant ça, j'aimerais bien vous connaître un peu mieux, Isabelle. Bien sûr. Donc, je me nomme Isabelle Perrault. Je suis arrivée sur la fonction de directrice de l'Institut français de Roumanie en septembre dernier. Je viens de France. Je suis originaire du sud-ouest de la France, d'une ville qui se nomme Pau. Je suis mariée. J'ai une grande fille de 19 ans qui est restée à Paris. Et puis, je suis diplomate française. 25 ans de carrière 25 diplomatique. ans de carrière diplomatique. Et un nouvel angle de cette carrière depuis septembre en tant que directrice de l'Institut français. Alors, si on peut juste continuer un petit peu sur cette voie, c'est comment de grandir à Pau ? C'est comment de grandir à Pau, c'est super. C'est une ville très agréable à vivre, moyenne, avec la montagne et la mer à proximité. Quand on est jeune, c'est quand même vachement bien de pouvoir aller se balader en montagne, skier, aller à la plage avec les copains. Et il y a tout, quoi. Il y a tout, il y a tout. J'engage tout le monde à aller découvrir Pau. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené vers la carrière diplomatique ? L'envie de découvrir de nouveaux horizons, l'envie d'échanger, de rencontrer de nouvelles cultures, d'autres réalités que ma vie paloise. Et puis aussi peut-être l'idée que la diplomatie, c'est d'abord construire des ponts, des liens. Quand j'étais petite, je rêvais d'être soit cosmonaute, soit ingénieur pour construire des routes et des ponts. Donc il y a quelque part, il y a quelque chose là-dedans. C'était en germe. Ouais, voilà. Donc vous construisez des ponts. Vous avez construit pendant 25 ans des ponts. Et quel regard portez-vous sur ce parcours de 25 ans ? Comment c'était la diplomatie à 25 ans et comment vous imaginez la diplomatie à 25 ans ? Il y a 25 ans, le monde a beaucoup changé en fait. Il y a 25 ans, on était dans un monde très régulé, avec des rapports de coopération, avec un avenir européen devant nous. Voilà, un avenir européen, beaucoup de certitudes. Et en 25 ans, on est rentré dans un monde plus incertain, plus risqué. Et donc, en tant que diplomate, il faut qu'on le prenne en compte. Il faut qu'on aille, du coup, encore plus faire ce travail de lien, de connaissance de l'autre, de traducteur entre notre réalité française, notre société, la façon dont elle évolue, et comment évoluent nos voisins européens ou un peu plus lointains sur la planète. Quelle qualité il faut avoir pour être diplomate ? Être diplomate, déjà ? Pour moi, d'abord de l'écoute. Savoir écouter, savoir entendre ce que les autres ont à nous dire et entrer en résonance pour voir ce que chacun peut s'apporter. Est-ce que vous connaissez la Roumanie avant de venir en septembre ? Pas du tout. Du tout. Non, et c'était une raison du choix de venir en Roumanie. J'ai travaillé depuis 25 ans au ministère des Affaires étrangères français sur les questions européennes, des négociations très techniques à Bruxelles ou un travail sur la relation bilatérale avec des voisins immédiats de la France
pays frontaliers comme l'Italie, l'Espagne ou un petit peu plus lointain comme le Portugal. J'ai été en poste au Portugal et en Italie et j'avais envie de découvrir une autre facette de notre continent et de la culture européenne. Et donc j'étais ravie quand on m'a annoncé que je serais nommée ici à Bucarest. Et première impression quand vous êtes arrivée? Première impression, à la fois déconcertant, parce que proche et lointain à la fois, des réalités que je pouvais connaître à Paris ou dans les pays que j'ai connus, et extrêmement attachant. D'abord parce que depuis que je suis arrivée en septembre, je ressens une chaleur, une générosité dans les contacts que j'ai pu avoir avec les Roumains et les Roumaines que j'ai rencontrés, qui me donnent envie de rester longtemps. Eh bien, très bien. Et donc, vous baladez, j'imagine, un peu à pied dans Bucarest. Oui. Vous avez de la chance, l'Institut français, très bien situé. Très bien situé, très beau quartier. Alors déjà, personnellement, j'adore marcher et je trouve qu'on découvre bien une ville ou un pays en marchant. Et donc, je me régale depuis que je suis arrivée à découvrir cette ville à pied et à découvrir son architecture absolument passionnante. Oui. Vous avez eu un peu de neige, Gredina Ikoane. Ce petit parc, il est absolument magnifique sous la neige. Il est très joli en été, mais en hiver, il est vraiment... Ouais. C'est un petit bijou. Et puis le printemps arrivera. Oui, les quartiers de Bucarest ont une richesse architecturale, une histoire qu'on a envie d'aller découvrir petit à petit, de creuser chaque bâtiment et l'histoire de chaque bâtiment et de chaque lieu. Alors, une dernière question avant de passer à nos sujets du jour. Comment c'était pour découvrir Madame Popesco? Parce qu'elle a vu du changement. Oui, elle a vu beaucoup de directeurs et de directrices et je dois dire que Madame Popesco, au début, m'a totalement ignorée. Et a considéré que je venais certainement empiéter un peu sur son territoire. Et petit à petit, quand même, là, depuis quelques semaines, elle daigne venir se faire caresser et entrer dans mon bureau pour regarder ce que je fais. Donc, je pense qu'on est en bonne voie de devenir amis, Madame Popesco et moi. En tant que chatte de gouttière, elle est devenue beaucoup plus douce qu'il y a quelques années, en fait. Bon, passons à nos sujets du jour et on va commencer tout de suite avec la Journée internationale des femmes et des filles de science. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette journée internationale et pourquoi on fait ça? Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est super important de montrer que les femmes, les filles, peuvent être d'excellentes scientifiques dans tous les domaines. C'est une journée instaurée par l'ONU, déjà ancienne, et à l'Institut français, on s'en est emparé il y a quelques années pour valoriser ce rôle, pour montrer ce qu'était d'être femme et de faire de la science. Aujourd'hui, il n'y a qu'un tiers des chercheurs qui sont des chercheuses. En France, on a de la chance quand 40% d'une filière est féminisée sur les mathématiques, la physique, la chimie, la technologie. Et donc, ça nous semblait important d'avoir un moment pour mettre en valeur ce que les femmes apportent aussi à la science. Mais au-delà, on voulait aussi rappeler que la science en soi, c'est important pour comprendre le monde et pour fonder notre esprit critique, un regard critique sur le monde qu'on habite. Donc on a cette journée aujourd'hui qu'on accueille à l'Institut, qui en vrai est une après-midi, qu'on va consacrer aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Alors j'ai quelques chiffres ici. Pardon, excusez-moi. Entre 2013 et 2022, le nombre des diplômés en STEM, sciences, technologies, mathématiques et ingénierie, j'ai bien prononcé? C'est un peu compliqué a chuté de 6%. Et au lycée, les filles ne représentent que 14% des effectifs en sciences de l'ingénieur, 42% des effectifs en maths et 46% des effectifs en physique chimie. Ce sont des chiffres du cabinet d'études de Global Contact. Est-ce qu'on décourage? Vous avez l'impression qu'on décourage un peu ou on est encore tributaire à une façon de voir la science et... Les stéréotypes pour la vie dure. Ouais.
Donc, c'est aussi pour ça que c'est super important de montrer qu'en fait, la réalité, ce n'est pas que 6% de femmes, c'est des femmes qui s'engagent, qui sont là, qui sont capables d'être des mathématiciennes, des physiciennes, des chimistes, d'avoir des prix Nobel, d'avoir des idées et de s'engager. Donc, c'est encore malheureusement une réalité, cette faiblesse, cette espèce d'autocensure des filles pour aller s'engager dans ces filières. Et c'est ce qu'on aimerait combattre. Qu'est-ce que vous avez préparé pour cette journée? Ça va commencer à 14h. Donc, Ça va commencer à 14h avec d'abord l'intervention d'Anka Goron qui travaille sur l'intelligence artificielle et la façon dont on peut créer et travailler une démarche artistique avec l'intelligence artificielle. On espère que ce sera une figure inspirante pour les lycéens et les lycéennes que nous avons invités à nous rejoindre cet après-midi. Ils bénéficieront d'ateliers participatifs qui ont été montés avec des scientifiques de plusieurs universités roumaines et qui les feront travailler sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la méthode scientifique comme outil aidant à la recherche scientifique. Et puis, on finira l'après-midi avec un échange, un débat entre ces lycéens et d'autres scientifiques plus spécialisés sur les sciences de l'éducation, sur comment l'intelligence artificielle peut être utilisée comme outil éducatif et comme outil d'appui à la créativité, à la création. Et ça sera intéressant d'avoir ces points de vue croisés de chercheurs et d'utilisateurs. Les lycéens viendront aussi nous expliquer comment eux se saisissent de cet outil. Ça fait partie d'une stratégie un peu plus large, non, pour la promotion des femmes, l'encouragement des femmes pour ce type de métier et de filière. Oui. De façon générale, on développe France, je reprends ma casquette de diplomate, ce qu'on appelle une diplomatie féministe, où dans tous les domaines, on veut rappeler le rôle des femmes, valoriser le rôle des femmes, montrer comment elles s'engagent dans la société dans tous les domaines, accompagner les jeunes femmes à se saisir, devenir des leaders de demain, et puis aussi de défendre les droits des femmes. C'est une stratégie que l'Institut porte dans plusieurs domaines. Là, aujourd'hui, c'est dans celui de la science. En 2025, 82% des bourses France Excellence Roumanie pour des mobilités postdoctorales ont été attribuées à des chercheuses roumaines. Des chercheuses roumaines qui ont mené des projets en France. On en est très contents. C'est la preuve qu'il y a ici en Roumanie de jeunes personnes qui ont envie de faire les choses. Et c'est le résultat aussi un peu statistique, je dois l'avouer, d'une surreprésentation des femmes dans les candidatures qu'on reçoit. Donc on en est très heureux et on continuera de les accompagner cette année encore sur leur projet de recherche. Alors, cette journée internationale des femmes et des filles de sciences ne va pas s'arrêter là parce que j'ai compris que vous allez continuer tout le mois avec une exposition et puis ce projet qui est intéressant. Moi, j'aurais un peu peur, mais bon, je fais partie d'une autre génération. Une expérience inédite de capture des pensées EES, grâce à une machine d'intelligence intitulée la Banque des pensées. C'est ce que va nous présenter Anka Goron, qui a développé un outil pour saisir en imagerie le moment où la personne pense. Donc on a hâte de découvrir son travail. On espère que cela intéressera et que beaucoup de monde viendra boulevard d'Achia le découvrir également. J'en dis pas plus. Je préfère garder la surprise. D'accord. Bon, on viendra voir l'exposition ensuite. Alors, parce que nous sommes déjà presque mi-février, voilà un autre événement plus grand, plus large, qui se déroule du 9 février au 9 mars. Il s'agit du Forum des initiatives de la jeunesse. Et là, vous avez vraiment beaucoup d'invités, vous avez beaucoup de sujets à discuter. De quoi s'agit-il en fait? C'est quoi ce Forum des initiatives de la jeunesse? C'est la 6e édition du Forum des initiatives de la jeunesse. Sa naissance est une idée qui a germé pendant la saison France-Roumanie avec une
question qui était avoir 18 ans au XXIe siècle, ça donne quoi? Ça fait quoi? À quoi on pense quand on est jeune, qu'on a entre 16 et 25 ans et qu'on aborde ce nouveau siècle avec des enjeux quand même assez lourds, crise climatique, incertitude géopolitique, incertitude économique. Comment on se projette dans la société, comment on a envie de s'engager dans la société. Et pour cette édition en 2026, on a décidé d'explorer justement ça, l'engagement des jeunes dans la société. Comment on s'engage, comment on devient leader, comment on crée des associations, comment on débat des enjeux sociétaux, comment on s'informe de ces enjeux avec de nouveaux médias qui apparaissent au travers des réseaux sociaux. Comment on devient leader politique. Donc tout le forum qui va s'étaler du 9 février au 9 mars à Bucarest, mais aussi sur tout le territoire, avec l'aide de 13 ONG partenaires qui vont nous aider à monter ces échanges, qu'on veut vraiment des échanges entre pairs, c'est-à-dire avec les jeunes, mais surtout entre les jeunes. L'idée, c'est de réfléchir avec eux à ces nouveaux modes d'engagement dans la société. Et ça nourrit tout le fil du forum. Et ça nourrit aussi l'événement phare du forum qui se tiendra à Bucarest le 26 février. Arcube nous fait l'honneur de nous accueillir et où on continuera de réfléchir à cette thématique. Ashraf Manar, c'est le cofondateur des Destins Liés, employé par la Fondation européenne pour le climat. Vous l'invitez ici à Bucarest. Il sera au studio le 25 février. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet invité? Oui, bien sûr. Le principal invité de ce mois. Ashraf Manar est cofondateur de Destins Liés. Il est aussi membre de la Fondation européenne pour le climat. Son expérience nous a intéressés parce que c'est quelqu'un qui s'engage, qui travaille sur les inégalités sociales et les inégalités entre les territoires, mais surtout, il n'est pas simplement observateur. Il travaille avec ses communautés, et notamment avec les jeunes, pour les outiller, pour leur apporter une expertise sur comment s'impliquer pour changer, pour transformer son environnement, que ce soit sur des questions de logement, d'accès à l'énergie, d'accès à l'éducation. Il prépare des leaders de demain. Et ça nous intéressait d'avoir cette discussion avec lui à plusieurs moments de la programmation. Il sera à Bucarest, il sera à Iași, pour en faire un peu une figure inspirante et qu'il puisse discuter de cette façon dont on se saisit d'un problème et dont on s'engage à un moment donné, et comment on le travaille, et comment on s'engage, et comment on va convaincre les autres d'aller avec nous. Il y a plusieurs ateliers et discussions qui seront organisés dans les lycées, dans les universités. Peu d'entre elles seront ouvertes au public, malheureusement. Mais il y a des thèmes qui sont assez intéressants. Les médias comme outil d'expression, par et à destination de la jeunesse, participation et représentation politique des femmes et de la jeunesse, l'art comme moyen d'expression, écologie, bien sûr, la mise en action. Et puis, il y a plusieurs centres d'intérêt. Est-ce que vous avez quelques données là-dessus? Est-ce que vous avez des choses à nous présenter peut-être un peu plus en détail? Bien sûr que le climat, ça nous intéresse. Et je sais que les jeunes sont très intéressés, se sont très concernés. Après, entre les mots et entre les paroles et les actes, il y a quand même une différence. C'est vrai, entre les paroles et les actes, il y a une différence. Mais justement, on espère que la programmation qu'on a imaginée avec les ONG avec qui on travaille permettra justement de voir comment on met en action. Et donc, sur les invités qui vont nous accompagner, on a parlé d'Ashraf Manar, mais on aura aussi Julie Pasquet qui va commencer à intervenir cette semaine dans des établissements scolaires sur la façon de savoir se raconter, savoir expliquer comment on agit, comment on veut agir.
On aura l'appui de Politica à la Minute avec Vlad Adamescu et Razvan Petri, de Funke Citizen avec Anna Mokanou et de Gen Z avec Sorana Orsia pour réfléchir avec nous sur comment on s'informe aujourd'hui sur les enjeux sociétaux, comment on traduit les enjeux politiques européens ou nationaux vers un public jeune, comment les jeunes s'informent et utilisent de nouveaux médias qui, moi, me dépassent un peu parce que je suis déjà vieille, mais qui sont merci, extrêmement c'est gentil. Pardon. Oui. Et aussi l'appui de Julie Crène et d'Elia Popa, une historienne de l'art, une artiste visuelle qui viendront réfléchir avec nous sur comment l'art peut être un vecteur d'engagement ou un vecteur pour traduire ces enjeux sociétaux, la façon dont on se vit et dont on se pense dans un territoire rural, en l'occurrence, avec Julie et Delia. Voilà, ça va être, je l'espère, assez productif. Alors, il y a un autre événement qui a un titre assez incitant. Batu se taci, c'est en roumain. Toi, tais-toi, c'est en français. Et ça part, c'est un book club autour d'un livre, entre autres, parce que l'événement est beaucoup plus grand, mais ça provoque aussi une demi-journée de discussion autour du livre de Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi. Je ne connais pas ce livre. Est-ce que vous l'avez lu? Je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire parce qu'il a l'air. Il a eu une très grosse audience en France. 400 000 personnes l'ont pris et l'ont lu. 400 000 une avec moi quand je l'aurais lu. Salomé Saké. Au cas où. Salomé Saké, c'est une journaliste qui travaille qui explore elle aussi les inégalités sociales et elle a décidé de travailler sur la façon dont aujourd'hui les jeunes s'engageaient en politique. Les modes d'engagement ont beaucoup changé. On n'est plus forcément sur un engagement syndical ou dans un parti politique. Il y a d'autres formes de se penser comme membre de la société. Ça peut être un choix individuel de mode de vie, par exemple. Choisir d'être végane, choisir d'être locavore, choisir de travailler, de donner du sens à son travail, à son choix de vie professionnelle pour être en accord avec ses idées politiques. C'est des choses qui sont très fortes en France aujourd'hui dans la jeune génération. C'est aussi l'usage de nouveaux médias pour communiquer, faire lien, s'engager collectivement. Donc c'est l'usage des réseaux sociaux. Comment aujourd'hui notre jeunesse française utilise les réseaux pour manifester, pour construire des collaborations, pour construire des projets, pour se financer aussi. Donc c'est ce qu'elle a été exploré pour voir comment les jeunes prenaient la parole. Et on a voulu garder le titre de son livre qu'on trouvait très significatif, Sois jeune et tais-toi. Donc tais-toi, pour aller discuter de ces modes d'action. Et donc on aura effectivement un book club autour de cet ouvrage avec de jeunes lycéens qui sont en train de préparer leur intervention. Est-ce que c'est si mal que ça, être jeune et quelque part, juste pas toujours, mais être un peu obligé de se taire? Parce que vous avez dû l'entendre, moi je l'ai entendu, et maintenant avec recul, je me dis qu'il y a eu des moments où effectivement j'aurais dû me taire quand j'étais jeune et écouter plus. Alors moi j'ai une expérience différente. Je pense que on nous demandait plus de se taire et d'attendre d'avoir de l'expérience ou d'être un peu plus adulte pour pouvoir se prononcer et participer au débat public. Et rétrospectivement, je trouve que ça aurait été plus important de prendre la parole et de participer à ce débat. Et que de plus anciens nous écoutent. Oui, faites pas et prennent en compte cette parole. Il y a une question de dialogue transgénérationnel.
là encore, de façon de vivre la société où il faut que ce soit plus inclusif et qu'on puisse prendre la parole de tout le monde, y compris des jeunes. Est-ce que vous pensez sérieusement que les jeunes sont capables d'écouter ce que les plus anciens ont à dire aussi? Je l'espère. Je ne Que... peux pas me prononcer pour eux, ouais. mais je veux croire, oui, qu'ils en sont capables. Enfin, ce dialogue est-il possible? Oui, ce dialogue est possible. Il faut l'organiser, il faut laisser l'espace aussi pour que ce dialogue puisse se faire. C'est encore une question d'écoute, de temps d'écoute, de temps d'échange. C'est ce qu'on espère créer avec ces différentes initiatives, forums des initiatives de la jeunesse, de la soirée, enfin l'après-midi et la soirée du 26, c'est de créer ces espaces d'écoute et de dialogue. Et le réciproque est valable aussi, c'est-à-dire que les plus anciens sont capables d'écouter, peut-être plus aujourd'hui, écouter les jeunes et leur laisser la parole qu'il y a 20 ou 30 ans. Ouais. J'espère qu'on n'est plus dans l'opposition jeune-ancien sur cette prise de parole. Voilà, tout le mois de février jusqu'au 9 mars se déroule cet événement qui est très complexe. Je pense qu'on peut trouver toutes les informations sur le site de l'Institut français. Sur tout le site de l'Institut, sur les réseaux sociaux de l'Institut, sur ceux de Bucarest comme ceux de nos antennes à Cluj, Timișoara et Iași, puisqu'on sera sur tout le territoire. Est-ce qu'après ce type d'événement qui implique quand même beaucoup d'associations, qui implique beaucoup de villes, est-ce que vous allez avoir un compte-rendu, tirer la ligne et voir est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce qu'il y a des avancées réelles? Oui, on veut le faire. On veut évaluer l'impact, savoir ce qui s'est dit, savoir ce qui s'est fait, savoir si ça a fonctionné, tout simplement, si ce type d'événement a trouvé son public. On s'investit beaucoup à l'Institut sur l'accompagnement de la société civile. C'est quelque chose d'ancien. Il y a des appels à projets tous les ans pour travailler avec les ONG roumaines sur des sujets qui nous tiennent à cœur. On a cité le développement durable, mais aussi la promotion et la défense des droits humains, des minorités, des femmes, sur l'accompagnement de la protection de l'enfance. C'est des sujets où on a une coopération ancienne avec nos partenaires roumains et on espère qu'on a de l'impact. Et puis c'est quelque chose, on veut aussi évaluer notre action parce qu'on veut s'améliorer pour les événements qui suivront. Ça s'appelle Forum des initiatives de la jeunesse. Je suis sûre qu'il y aura des bonnes idées à prendre, à mettre de côté après un mois d'échanges intenses. Et nous allons finir avec quelques éléments du Festival du film français, édition 2026, qui se déroulera entre 19 et 29 mars. C'est une édition anniversaire, car nous fêtons cette année 30 ans. Oui, 30 ans de cinéma français, de festival du film français à Bucarest et dans tout le pays. Ça sera encore dans 15 villes roumaines fin mars. C'est une édition anniversaire, donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait apporter de plus à un public fidèle de plus de 8000 personnes l'année dernière qui ont participé à ce festival. Et donc, on retrouvera des classiques, un panorama des sorties de cette dernière année, mais aussi un panorama rétrospectif. On a choisi 4 films dont on estime qu'ils ont marqué le cinéma français ces 30 dernières années. Et puis, on a voulu laisser une plus grande place à la jeunesse. Donc, on retrouvera bien sûr une section dédiée aux jeunes talents du cinéma français. Mais on a voulu aller un petit peu plus loin et on va tester 2 nouvelles choses. Une petite programmation pour le public scolaire autour de l'idée de l'éducation à l'image. Choisir un film et travailler avec un spécialiste sur la façon dont on construit l'image, dont on raconte les histoires avec des images. Et surtout un partenariat avec Luna Tece,
puisqu'on a confié la section court-métrage et la programmation de la section court-métrage du festival aux étudiants de l'UNATECE qui sont en train de travailler, de sélectionner les courts-métrages que vous pourrez voir fin mars à la salle Elvire Popesco et dans d'autres salles du pays. Très belle salle Elvire Popesco, heureusement, la salle Elvire Popesco. On en est très fiers de la salle Elvire Popesco. Alors, Festival du film français se déroule cette année à Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, Brăila, Constanța, Sfântul Gheorghe, Suceava, Sibiu, Arad, Târgu Mureș, Craiova, Pitești și Ploiești. Une sélection de près de 30 films présentés dans le cadre du festival, repartis en 4 sections: panorama, jeunes talents long métrage, jeunes talents court métrage et patrimoine. Une sélection de 4 films ayant marqué le cinéma français. Le festival accueille chaque année presque 8000 spectateurs dans tout le pays. C'est pas énorme, mais c'est déjà très bien. Oui. Voilà. Et la salle Elvire Popesco, on accueille plus de 80 000 à l'année. Donc, elle a su trouver un public fidèle et qui se renouvelle. Donc, on espère que ça continuera. Isabelle Perrault, vous êtes directrice générale de l'Institut français de Roumanie, c'est-à-dire aussi des autres instituts qui ont, la plupart ont des équipes nouvelles. Une équipe nouvelle à Timișoara, oui, à Cluj. Oui. On a renouvelé l'équipe cette année puisque nous accueillons une nouvelle directrice à Timișoara, Anne-Laure Rouxel, une nouvelle directrice à Cluj-Napoca qui est arrivée en novembre, Laurence Levasseur, qui sont, comme moi, en train de prendre leur marque dans ce pays et très désireuses de continuer le travail entamé parce que nous, directeurs et directrices, on change tous les 3-4 ans, mais l'Institut français, lui, reste. Il a fêté ses 100 ans. Donc, on est inscrit dans une sorte de passage de relais pour continuer à travailler avec tous les amis fidèles qui accompagnent l'Institut depuis des années. Pour certains d'entre eux, depuis au moins 30 ans, puisqu'on a des coopérations qui durent depuis 30 ans. Voire davantage. Et puis voilà, inventer une nouvelle étape, un nouveau chapitre de cette histoire. Pour Iași aussi, c'était un nouveau chapitre parce qu'ils ont déménagé l'Institut. À Iași, oui. Ils sont installés depuis l'été dernier dans le Palais Bronstein. Très bel espace. Et ceux qui ne le connaissent pas encore à Iași, vraiment, il faut y aller. Vous y retrouverez les cours de français, la médiathèque, et puis toute une programmation culturelle et de débats et de conférences qui sont animées par les super équipes qu'on a sur Iași, mais aussi sur tous les sites de l'Institut. Voisin avec Goethe Institut, qui fonctionne dans le même bâtiment, et avec une excellente salle d'exposition au dernier étage sous la coupole, une coupole tout en verre, due à la dernière rénovation du Palais Bronstein. Merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup. Je vous souhaite... vous savez, je ne sais pas si on vous a appris ce sport la treabă. Ah non. Sport la treabă, là, parce que vous avez... voilà. Vous avez beaucoup de travail ce mois-ci. Et puis, on se reverra, j'espère, très bientôt. Avec plaisir. Peut-être pour le mois de la francophonie, au mois de mars. Je vous attends. Prenons rendez-vous. Très bien. Merci, Mihaela. Merci beaucoup. Luăm o mică pauză și ne reauzim după ora 12 împreună cu Răzvan Popovici aici în studioul RFI.